Bonjour et bienvenue sur le podcast Kanpai, format voyage au Japon. Et j'ai toujours le plaisir de partager cette émission avec toi Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. Aujourd'hui, on va continuer ce fameux podcast sur la préparation de nos voyages au Japon avec un épisode qui va être consacré à la IC Card, donc la carte électronique prépayée. Et pour indication, donc ça se trouve au Japon sous la forme du I et du C. Donc on ne dira pas IC Card aujourd'hui, mais IC Card. Donc c'est la carte prépayée qui est plus largement connue pour les touristes sous le nom de la carte Suica, donc qui est représentée en logo par un petit pingouin. On va parler de la même technologie à chaque fois, sous le nom de la carte Suica en priorité, mais vous verrez que ça peut concerner d'autres types de cartes, on va les évoquer pour ce podcast. IC Card, ça se traduit par Integrated Circuit Card, et donc ce sont ces fameuses cartes qui sont pucées et donc qui peuvent être utilisées sans contact, mais ça on y reviendra. Oui. Et déjà sur Kanpai, tu as déjà des articles dessus. Oui, on a un article de référence sur le sujet qui s'appelle « Carte Suica, l'indispensable au Japon ». Donc on vous représente tout ce que c'est la carte Suica ou les cartes IC. Et on vous dit aussi pourquoi c'est intéressant de l'avoir en voyage, comment on peut s'en procurer, à quel prix, etc. Et donc comme d'habitude, on s'appuie aussi sur les articles Kanpai pour faire cette capsule. Exactement. Donc au programme de ce que l'on va vous exposer aujourd'hui, déjà on va vous présenter ce que c'est la IC Card. Ensuite on va voir les derniers gros changements de commercialisation, parce que c'est vrai que ces dernières années, notamment post-Covid, ça a bien changé, mais cette année encore, en tout cas l'année 2023 aussi a été pleine de mouvements par rapport à ce type de carte. Et enfin, on va vous montrer comment mieux cerner la différence entre la carte physique et la carte dématérialisée. Et donc je te propose Marjorie de commencer donc avec l'explication sur cette fameuse carte IC, donc qui est cette carte prépayée magnétique à multi-usage. Et je commencerai par dire justement que c'est vraiment ce qui la définit, c'est ce côté multi-usage, puisque ça va notamment vous permettre de régler vos frais de transport sans vous soucier des différentes compagnies qui peuvent opérer soit sur la région dans laquelle vous allez être en itinérance, soit même dans la même ville, puisqu'il y a aussi différents opérateurs, différents fournisseurs de transport, on va dire. Et ça va vous permettre également de pouvoir régler sans contact donc des produits dans des commerces, notamment avec les partenaires dans des combini, des distributeurs de boissons, les restaurants, différents magasins ou aussi les coin lockers. Et ça, c'est très pratique, on en avait parlé dans le podcast Tokyo justement. Et donc, ça se règle aussi sur les coin lockers en carte sans contact. Oui, les IC cards, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise souvent au Japon et les résidents également. C'est une véritable institution. Donc, c'est à la fois une carte qui sert de titre de transport et de porte-monnaie virtuelle. Et comme tu l'as dit un peu plus tôt, elle est utilisable nationalement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra après, mais qui n'était pas le cas au tout début de leur commercialisation. Au début, elles étaient régionalisées. C'est pour ça qu'on parle de carte Suica et aussi de carte ICOCA. En fait, c'est les mêmes cartes, mais qui viennent de régions différentes du Japon. Donc on en parlera un peu plus tard, mais c'est déjà le premier point important à savoir. C'est exactement la même carte, sauf que le nom est différent. Et donc c'est une véritable institution qui permet de gagner du temps et de passer les portiques, en fait, surtout dans les quais de train, très facilement, puisqu'au Japon, en général, on paye son trajet à la distance parcourue, et donc il faut avoir l'argent quand on rentre dans les quais, et ensuite il faut avoir la bonne somme quand on sort du quai. Donc c'est beaucoup plus simple d'avoir un porte-monnaie virtuel qui est débité au fur et à mesure que d'avoir à chaque fois la somme exacte nécessaire pour le trajet. Oui, et puis si vous ne le savez pas, quand vous allez dans le métro par exemple, ou pour prendre des trains locaux, il y a toujours un petit schéma au-dessus des bornes qui va vous expliquer justement le budget à consacrer à votre titre de transport. Et c'est vrai que parfois, il y a des loupés, donc ça prend du temps, à la fois avant de prendre votre titre de transport et une fois que vous êtes arrivé, puisque vous vous rendez compte que vous n'avez pas forcément réglé la totalité du transport. Et donc il faut aller voir soit un agent sur place, soit aller sur des bornes spéciales pour régler la différence. Donc, il y a toujours moyen de s'en sortir, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Enfin, ça peut prendre beaucoup de temps. Oui, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, les Japonais eux-mêmes utilisent les cartes IC pour eux. Par exemple, au Japon, il y a 200 millions de cartes de ce type qui avaient été émises jusqu'en 2021. Ça veut dire plus de 150% de la population japonaise totale. En revanche, il faut bien avoir chacun sa carte IC sur soi. Donc j'entends que quand on voyage avec des enfants qui ont plus de 5 ans, il faut qu'ils aient en fait cette carte-là pour payer, qui leur sert de titre de transport et donc pour régler aussi les trajets. Donc du coup, les cartes IC, on ne peut pas en avoir une par groupe, qu'on se prête en fait à chaque fois pour passer au portique, ça ne fonctionnera pas. En fait, la carte va être bloquée parce qu'une fois que vous êtes rentré dans la gare et que vous avez entre guillemets composté, il va falloir que vous ressortiez pour que ça refonctionne. Si vous ne pouvez pas rentrer 2 fois sans sortir.
Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Donc c'est une carte par personne. Et les enfants qui ont plus de 5 ans et moins de 12 ans, ils payent demi-tarif le trajet. C'est-à-dire qu'ils payent le prix de la carte le même, puisque la carte est payante à l'achat quand on la prend. Et ensuite, leur tarif est à 50%. Alors pour ça fonctionne, je pense, uniquement si on l'a acheté par exemple dans un aéroport, la carte, et que ça a été que c'est nominatif, parce qu'en règle générale elle n'est pas nominative la carte, c'est-à-dire que si vous la commandez sur internet par exemple, vous allez recevoir votre carte sans mettre d'adresse mail, de nom, prénom, etc. Par contre en aéroport vous pouvez la faire nominative justement, et là on sait que c'est un enfant qui possède la carte, et donc ce sera débité correctement. Oui, Charlie, concernant les achats sur place, effectivement, c'est nominatif, à l'inverse de l'achat en avance sur Internet. La carte IC, pour information, elle est basée sur la technologie Sony Felica, donc pour Felicity Card. Et c'est grâce à cette technologie que la carte existe et qu'elle a été totalement adoptée par les Japonais à l'époque de sa première commercialisation. Donc c'est un système de carte à puce sans contact qu'on utilise, et on vous le redit, en tant que porte-monnaie virtuelle et titre de transport. Et en plus de ça, il n'y a pas de code non plus. C'est-à-dire que pour payer le métro, donc il n'y a pas de code évidemment, on bip la carte. Mais pour les achats en combini, etc., vous n'avez pas de code à rentrer aussi les moments donnés où vous allez régler en sans contact. Oui, voilà. Et si vous voulez savoir en fait combien vous avez encore sur votre carte Suica ou Icoca ou autre, vous allez en fait aux bornes automatiques qui sont dans toutes les gares, et vous allez pouvoir donc interroger la borne et savoir combien il vous reste de dépôt sur la carte et la recharger si possible. Et on la recharge facilement en argent liquide. C'est ce qu'on avait déjà dit dans notre précédent podcast sur la monnaie et l'argent liquide au Japon. Et donc, il existe à la base plusieurs cartes IC qui ont été commercialisées suivant les régions, puisque l'utilisation initiale, c'était de faciliter l'usage surtout du réseau ferré pour les Japonais, pour ceux qui font les trajets métro-boulot. Tout simplement. Et donc, il y a plusieurs cartes qui existent sous plusieurs noms, mais c'est exactement la même chose, c'est la même technologie et ça fonctionne exactement pareil. Donc, parmi les noms les plus connus de cartes IC, vous avez évidemment la Suica, celle dont on parle aujourd'hui et que tout le monde connaît, donc qui vient en fait de Tokyo et de sa grande banlieue et qui est éditée par la JR East. Donc, c'est la compagnie de train national. Dans Tokyo, on a une autre carte aussi qui est utilisée, c'est la carte Pasmo, où on a par exemple en symbole le métro et le tram de Tokyo. Sur la carte Suica, tu l'as dit tout à l'heure, il y a le petit pingouin, donc c'est le pingouin de la JR East. Oui. Et pour la carte Pasmo, c'est le métro et le tram de Tokyo. Donc ce sont ces deux cartes qui sont à la base originaires, donc utilisées par la région de Tokyo. Et puis dans la région du Kansai, on a aussi deux autres cartes qu'on connaît bien, qui sont la Icoca et la Pitapa. Donc c'est édité pour la première par la JR West. Donc Icoca, c'est par JR West et Suica, c'est par JR East. Après, il y en a plein d'autres, des noms, et tous ces noms sont listés dans notre article qu'on a présenté tout à l'heure, donc carte Suica, l'indispensable au Japon. Donc si vous voulez avoir d'autres noms de cartes Suica qui sont un peu moins connus car moins utilisés, vous pouvez aller sur l'article pour voir. Donc quand vous achetez une carte Suica, une carte Pasmo ou une carte Icoca, en fait vous achetez la même carte, le même type de carte, c'est-à-dire une carte à puce prépayée pour passer dans les trains, passer dans les bus aussi, ça fonctionne dans le bus. Oui. Vous verrez toujours les logos IC Card OK, donc vous pouvez payer dans le bus avec. Et donc vous pouvez payer sur plusieurs compagnies ferroviaires de train, puisque maintenant il y a un accord qui se sont fait entre elles depuis maintenant déjà plus de 10 ans, c'était en 2013, où en fait l'usage est national de ces cartes. Donc vous avez un nom régional, mais l'usage est complètement national. Comme cela, vous pouvez utiliser votre carte Suica à Osaka et votre carte Icoca à Tokyo sans aucun souci, vous ne serez pas bloqué au portique. Et donc Marjorie, pourquoi on a retenu que le nom Suica ? Bien parce que c'est de loin la plus répandue, forcément c'est là où il y a le plus de monde dans le Japon, c'est la région de Tokyo, et donc c'est celle qui concentre le plus d'utilisateurs. Environ plus de 40 millions d'utilisateurs ont une Suica, donc forcément on avait tendance à vouloir réduire en fait la carte IC au nom Suica, et puis c'était celle qui était aussi la plus facile à acheter sur internet, etc., avant les derniers changements de commercialisation. Oui, ça on va venir justement dans pas longtemps du tout. Ce que l'on peut retenir donc de ces cartes qui sont passées à une utilisation nationale, c'est aussi que la région laquelle elles proviennent, par exemple tu nous disais tout à l'heure pour la Icoca ce serait plutôt le Kansai, c'est là où vous allez pouvoir les acheter de manière physique.
Au Japon, oui. Au Japon, exactement, si vous ne les avez pas achetés en avance sur Internet. Et vous allez pouvoir les restituer dans ces mêmes régions. Donc on voit des fois sur Internet, il y a des schémas qui vous régionalisent ces cartes. Donc l'information est juste, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser dans d'autres régions. C'est juste la région d'achat et de restitution des cartes. Oui, et les cartes IC de base, donc les cartes normales, on va dire ça comme ça, elles durent en fait une dizaine d'années, elles sont valables 10 ans. Et donc soit vous la gardez après votre premier voyage au Japon parce que vous savez que vous allez retourner au Japon et vous la gardez en souvenir et une fois que vous retournez au Japon, vous la réactivez, soit vous pouvez la restituer donc dans la région d'origine pour récupérer le dépôt. En général, quand on achète la carte, la carte normale, il y a un dépôt de 500 yens. Donc si vous voulez récupérer votre dépôt, vous la restituez. Et en plus de ça, vous pouvez aussi prêter vos cartes une fois que vous êtes de retour de votre voyage, puisque si elle n'a pas été faite de manière nominative, eh bien, tout le monde peut l'utiliser. Donc, vous pouvez les prêter à des amis, de la famille, etc. Oui, voilà, c'est vraiment... on la restitue, mais pas tellement souvent. Souvent, on la garde pour la prêter à d'autres amis qui iront en voyage. Pour nous, quand on y retournera, vu que ça dure 10 ans, il y a tout intérêt quand même de la garder. Et avant de passer à la suite, donc pour conclure cette première partie, on peut dire que c'est un produit qui va être vraiment très pratique pour vos déplacements. En plus de ça, c'est c'est peu onéreux. Très facile d'utilisation, notamment du fait que vous n'ayez pas de nom, prénom à rentrer, d'adresse mail, etc. Vous n'êtes pas fiché là-dessus. Et on peut l'acheter sur place ou en avance dans certaines agences de voyage, par exemple, comme Keikaku. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de changements qui ont été opérés ces derniers temps, notamment en 2023 et 2019. Et donc, c'est ce que l'on va aborder sur cette partie 2, Marjorie, ensemble, avec donc les derniers gros changements de commercialisation par rapport à ces cartes IC. Donc oui Charlie, il y a eu pas mal de changements de commercialisation qui se sont opérés ces derniers temps et notamment ils ont voulu diversifier leur offre par rapport au tourisme. Et donc en 2019, on a eu des cartes IC spéciales touristes qui ont été mises sur le marché. Donc la Welcome Suica et la Pasmo Passport pour les cartes les plus connues, qui sont donc juste pour les touristes qui arrivent sur le sol japonais avec un visa temporaire de tourisme. Donc les particularités de cette carte par rapport à la carte normale, c'est que déjà sa durée de validité, elle est très courte, elle est de 28 jours contre 10 ans. Donc c'est une date de validité qui est assez courte. Et sur la carte ne sera pas inscrit cette date de fin, vu que c'est des cartes en fait qui sont génériques. Et si vous devez compter vous-même les jours, ou alors garder le petit papier de récépissé que vous aurez, où là ça sera écrit la date de fin. Donc ça c'est la petite information un peu sensible qu'il faut savoir. Ce sont des cartes qui sont donc nominatives cette fois-ci. On vous demandera votre nom, votre prénom, votre âge, je crois, et votre genre. Donc ça, c'est faux. C'est des choses qui sont nominatives, donc des cartes individuelles, nominatives, donc on ne peut pas prêter. Il n'y a pas du coup de caution sur ces cartes-là, comme sur la carte normale. Et s'il n'y a pas de caution, il n'y a pas de restitution possible. Ça veut dire que vous devez avoir utilisé tout votre crédit à la fin de votre voyage, sinon ça sera perdu. Vous ne pouvez pas récupérer votre dû si vous ne le consommez pas. Mais dis-moi, Marjorie, est-ce qu'il y a des avantages à cette carte ? Les avantages à cette carte, elles sont assez difficiles à trouver. C'est vrai que pour nous, en fait, on trouve que c'est un peu un attrape-touriste parce qu'ils ont fait en fait, une formule qui est censée être plus facile, mais en fait, elle est très réductrice. 28 jours, c'est pas beaucoup. Il y a des gens qui partent au Japon plus longtemps. On ne peut pas en fait forcément dépenser tous les yens qu'on a dessus ou alors il faut vraiment faire des achats qu'on n'aurait peut-être pas fait juste pour dépenser. Donc ça, c'est un peu dommage. Et puis aujourd'hui, elles ne peuvent plus s'acheter sur Internet en avance. Donc ça, c'est par rapport à les derniers changements qui se sont opérés en 2023. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mis en place en 2023 et c'est encore plus difficile de se procurer la Welcome Suica ou la Pasmo Passport avec les derniers changements. Oui, notamment depuis le début du mois de juin 2023, il y a des ruptures de stock des semi-conducteurs. Donc, on vous disait tout à l'heure que c'était des IC cards, donc qui sont pucés. Eh bien, ces semi-conducteurs, on ne les trouve plus. En tout cas, c'est plus forcément la même technologie ni les mêmes fournisseurs. Donc, ça a entraîné la suspension de la commercialisation de plusieurs cartes IC au Japon.
s'il n'y a plus de vente sur le territoire japonais sur Internet, c'est pareil. Donc les stocks sont vite partis. Néanmoins, l'utilisation, elle, des cartes, si vous les avez, donc la carte Suica notamment, j'y pense là, vu qu'elle est valable 10 ans, si vous l'avez achetée il y a moins de 10 ans, donc c'est encore utilisable, par contre, ça c'est sûr. Mais vous ne pourrez plus la trouver sur place en vente, sauf s'il y a des endroits qui ont encore un petit peu de stock, mais en tout cas, elle n'est plus fabriquée. Oui, voilà. Donc les cartes normales Suica et Pasmo, en fait, elles ne sont plus vendues depuis le 2 août 2023 exactement. Et les cartes pour touristes, donc Welcome Suica et Pasmo Passport, ne peuvent plus s'acheter donc en avance sur Internet, ce que je disais tout à l'heure, mais uniquement à certains comptoirs à Tokyo, vu que là on est sur la Suica et la Pasmo, donc c'est dans la région de Tokyo. Et par exemple, la Pasmo, on peut la trouver encore dans les aéroports Tokyo 8 et quelques grandes gares de la ville. Mais la Welcome Suica, elle n'est plus en vente actuellement qu'à Haneda depuis le 18 décembre dernier. Donc quand je vous dis qu'elle n'est plus en vente, je vous parle de la carte physique. On parlera dans la troisième partie de la dématérialisation. Et juste avant d'aborder la partie dématérialisée, rassurez-vous en fait, puisque utiliser et acheter une carte IC aujourd'hui, c'est quand même facile d'accès, notamment depuis qu'il y a la carte ICOCA qui est beaucoup plus démocratisée aujourd'hui. Mais comme on vous le disait dans l'intro, vous entendrez encore souvent parler de la carte Suica. Et au final, aujourd'hui, on préconise plutôt l'achat de la carte ICOCA, puisque déjà elle est achetable, donc ça, c'est pratique. Il n'y a pas de pénurie pour la carte ICOCA en tout cas. C'est ça, il y a de bons stocks. Donc vous pouvez l'acheter directement dans le Kansai au Japon, ou sur Internet, comme vous le disiez, auprès de l'agence par exemple Keikaku. Et ça, donc c'est une très bonne nouvelle. Oui, voilà, malgré toutes les déconvenues qu'il y a eu ces derniers temps, aujourd'hui, on peut encore acheter en avance une carte normale équivalente à la Suica qui s'appelle ICOCA et qui fonctionne exactement pareil. Sans toutes les contraintes qu'on a vues tout à l'heure et des cartes plus liées au tourisme où ça va être valable que 28 jours, où il n'y aura pas de caution, etc. Là, c'est pas du tout le cas de celle-ci. Voilà, donc en général, une carte Suica ou ICOCA, quand vous l'achetez, elle est créditée de 2000 yens. Ça, c'est la valeur classique qu'on trouve dans une carte à l'achat. Puis après, à vous de rajouter le montant que vous souhaitez dans les bornes automatiques à l'aide d'argent liquide. Des billets principalement. Et petit détail par rapport à cette carte-là, donc vous avez, tu nous disais 2000 yens pour la carte dessus. En fait, il y a 1500 yens utilisables. Donc c'est l'argent que vous allez pouvoir déjà utiliser dès votre réception de carte et dès votre arrivée au Japon. Donc 1500 yens, c'est environ 9,60 €, on va dire, à l'heure où on enregistre. Et il y a 500 yens dessus de caution. Oui, parce qu'on est sur un format normal, donc vous pouvez la restituer si vous le souhaitez. Et quand vous la restituez, vous récupérez aussi les yens que vous aviez en surplus dessus. Et pour terminer, Marjorie, on va aborder la troisième partie de cette émission, pratique sur l'utilisation de ces cartes IC au Japon, puisqu'on va parler à la fois de la carte physique, ou alors de son utilisation dématérialisée. Quel choix il faut faire en tant que touriste lorsque vous allez arriver avec votre carte ICOCA par exemple ou autre au Japon? Eh bien, il faut savoir qu'il existe sur les smartphones la version dématérialisée. Donc la plupart des portables japonais sont aujourd'hui munis de la fonction Suica grâce au protocole NFC. Donc c'est le fameux système qui permet de payer sans contact. Et donc le système intitulé Mobile Suica, Seifu Ketai, littéralement donc le portable portefeuille. Donc ça, c'est un usage qui est vraiment démocratisé là-bas concernant les résidents au Japon, donc en accès à cette technologie-là. Oui, voilà, souvent vous verrez d'ailleurs, ils passent leur smartphone au portique d'accès aux voies et pas une carte physique. Et donc cette technologie, vous pouvez aussi l'avoir avec Android ou Apple si votre téléphone est adapté à ce protocole NFC justement. Donc il y a l'Apple Wallet qui permet de mettre votre carte directement dans l'application. Oui, donc notamment avec l'appli Apple Wallet où l'on peut mettre sa carte Suica dans son téléphone. Et cette appli, en fait, elle fonctionne avec le protocole NFC de manière native depuis les versions 8 et 10 de l'iPhone. Donc si vous avez un iPhone récent, ça marchera très bien. Et si vous avez un iPhone un peu moins récent, il y a des versions où il faut activer le protocole NFC. Donc c'est encore possible, mais il faut que vous l'activiez manuellement. Et les versions les plus anciennes, ça ne supportera pas ce protocole-là. Donc on peut mettre sa carte Suica, ICOCA ou Pasmo dans son smartphone en dématérialisé. Mais il y a plusieurs désavantages à cela quand on est étranger au Japon et qu'on ne parle pas japonais. Et on va vous lister quelques points négatifs.
Donc, alors, le premier point négatif, donc l'achat de la carte dématérialisée, donc elle va se faire sur le store. Donc, vous pouvez avoir le store qui est disponible dans votre pays, mais pas forcément le store où vous trouverez la carte Suica. Il n'est pas forcément disponible sur votre store de votre pays. Donc, dans ces cas-là, il faudra aller sur le store japonais. Donc, ça veut dire une fois que vous serez au Japon. Et ensuite, il faut savoir que l'application que vous allez télécharger pour avoir la carte Suica, elle n'est qu'en japonais. À l'heure actuelle, il n'y a pas de traduction anglaise. Donc, du coup, si vous ne parlez pas japonais et que vous ne lisez pas le japonais, ça sera compliqué de devoir faire la traduction de chaque mot dans l'application avant de savoir comment commander votre carte, comment la créditer, etc. Ensuite, vous allez la payer en yens, cette carte directement. Donc, il faudra prendre en compte des frais de change et des frais de commission quand vous allez acheter la carte et ensuite à chaque fois que vous allez la recharger, puisque vous allez utiliser en fait votre carte bancaire et donc vous aurez des frais à chaque transaction. Et puis une fois que vous l'avez installée sur votre wallet numérique, il faut savoir que la carte elle est entre guillemets coincée. Ça veut dire que vous ne pouvez pas la restituer, elle sera toujours active. Donc vous ne pourrez pas récupérer vos frais d'activation. Et puis vous ne pourrez pas non plus la prêter à quelqu'un, vu qu'elle sera en dématérialisée, donc elle sera forcément nominative et vous ne pouvez pas en fait la faire passer sur un autre téléphone. Vous pouvez la faire passer sur un autre appareil sous votre identité Apple, par exemple. Vous pouvez la faire passer de l'iPhone à l'Apple Watch, votre carte Suica, mais vous ne pouvez pas la faire passer à quelqu'un d'autre. Et un autre aussi inconvénient, c'est que c'est une carte Suica sur le wallet. On va parler pour Apple, mais Android ça fonctionne pareil. Donc c'est une carte Suica sur le wallet par personne. Et du coup, vous ne pouvez pas non plus héberger, par exemple, les cartes Suica de vos enfants. Et si vos enfants n'ont pas de smartphone parce qu'ils sont un peu trop jeunes, mais qu'ils doivent avoir leur carte Suica pour pouvoir passer dans les transports, et ben ils devront, eux, de toute façon, l'avoir en version physique. Et je rajouterais un autre détail, c'est que ce qui est pratique, si vous voulez dématérialiser la carte que vous avez vous en physique, si vous l'avez achetée en avance, si vous l'avez d'un précédent voyage, c'est possible puisque vous allez pouvoir enregistrer le numéro de la carte physique dans le wallet par exemple pour Apple. Donc lui il sera toujours valide ce numéro. Néanmoins, une fois que ce sera sur votre portable, et bien là vous allez perdre les avantages de votre carte physique puisqu'elle ne sera plus du tout utilisable. Oui, voilà, elle va complètement être désactivée et c'est la dématérialisation qui va prendre le pas en fait dessus. Donc après, qui dit dématérialisation dit que vous devez toujours avoir votre smartphone en fait de charger quand vous passerez les portiques ou quand vous voudrez payer dans les combini, etc. Donc ça, c'est la petite question. En revanche, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une connexion Internet puisque le protocole, il fonctionne sans de manière native. Mais il faudra toujours avoir de la batterie sur votre téléphone. Oui, parce que si vous êtes contrôlé, justement, vous ne pouvez pas prouver... il n'y a pas de justificatif possible, donc ils ne peuvent pas tester votre téléphone. Oui, voilà, tout est dématérialisé, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Donc ça peut avoir un usage pratique et en même temps vous concentrez en fait tout sur votre téléphone et si votre téléphone tombe en panne ou vous le perdez ou il tombe, etc., vous perdez absolument tout et vous ne pouvez plus vous déplacer. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte des fois dans les voyages, c'est bien d'éparpiller un peu ses affaires entre guillemets, de ne pas tout mettre au même endroit parce que sinon vous concentrez trop les choses. Et donc en conclusion sur ce produit, on pourrait que vous conseiller en fait on trouve que nous ici à Campai c'est le meilleur choix quand même en tant que touriste pour pas mal de raisons qu'on va vous résumer ici, donc qu'on a déjà évoqué. Ce podcast voyage justement, il est là aussi pour vous aider à mieux organiser votre voyage. Et c'est vrai que cette carte, en tout cas la carte ICOCA là, en ce moment, c'est vraiment un atout majeur dans l'organisation et pour voyager de manière un peu plus légère aussi une fois que vous êtes sur place. Donc déjà vous pouvez acheter cette carte en avance sur internet, en plus elle est préchargée de 1500 yens, donc ça veut dire que quand vous arrivez vous avez déjà de la monnaie dessus pour utiliser vos premiers transports. Et vous pouvez la recharger en liquide si vous avez déjà du yen. Nous, on vous avait conseillé quand même dans les autres podcasts d'échanger vos yens en avance aussi. Donc là, vous êtes libre de pouvoir tout faire directement en borne dans les gares ou à l'aéroport. Vous pouvez restituer évidemment ces cartes si vous voulez récupérer 500 yens dessus et puis récupérer la monnaie qui reste aussi dessus.
Puis après, vous pouvez aussi en avoir plusieurs par personne, vu qu'elles ne sont pas nominatives. Donc, vous pouvez très bien acheter 2 cartes par personne et en mettre une en sécurité dans votre hébergement si vraiment vous avez peur d'en perdre une. Donc ça, c'est très bien. Vous pouvez du coup l'utiliser sans avoir votre smartphone d'allumer ou de charger, etc. Donc ça, c'est une carte physique qui fonctionne normalement. Et puis, elle reste aussi, donc du coup, la carte ICOCA normale reste active pendant 10 ans, donc elle a une très longue validité, donc vous pouvez faire plusieurs voyages avec, ou alors la prêter à d'autres personnes, on l'a déjà dit. Et le petit risque, si elle se démagnétise, parce que ça peut arriver, faudra bien la protéger dans un porte-carte, mais si elle se démagnétise, vous allez simplement à un guichet de train, vous la représentez, en général, ils ont compris pourquoi, et ils vous la remettent en ordre de marche, c'est très rapide, c'est très facile. Et le seul gros risque de la carte physique, c'est de la perdre, évidemment, comme toute affaire. Dans ces cas-là, c'est ce que je vous disais, vous la mettez en sécurité dans un porte-carte ou dans une pochette avec aux côtés de votre passeport, dans des affaires que vous savez que vous faites attention. Et puis, comme ça, vous pourrez l'utiliser comme bon vous semble au Japon, payer les trains, les bus, aller acheter dans un combini, etc., sans avoir à sortir de la monnaie, sans avoir à sortir la carte bleue, juste avec votre petite carte IC. Et d'ailleurs, il y a des gens qui vont voyager au Japon qui achètent la carte ICOCA seulement en guise de porte-monnaie. Donc ils ne s'en servent pas du tout pour les transports, mais vraiment comme ça il y a une carte pour la famille, ils mettent de l'argent dessus et comme ça on peut se servir et payer les restaurants, etc. Oui, ça évite aussi d'avoir de l'argent liquide sur soi, de vouloir faire l'appoint parce qu'on ne sait pas trop, etc. C'est une petite carte et elle fait beaucoup de choses, elle est très très pratique. Et donc il faudra en prendre soin puisque le seul risque en fait quelque part c'est de la perdre. Oui, c'est ça, c'est de la perdre, évidemment c'est un petit objet physique, c'est de la perdre, mais comme toute chose qu'on emmène en voyage, le risque c'est de le perdre. Et cette carte ICOCA, vous pouvez évidemment l'accoupler avec le très utile JR Pass, puisque le JR Pass, lui, il va être dédié aux trajets en Shinkansen, donc les transports à grande vitesse en priorité. Et votre carte ICOCA, elle va pouvoir vous servir, donc comme on l'a vu, pour les bus, les transports municipaux, etc. Et aussi pour certains trains locaux. Ça vous permet de vous rendre d'un point A à un point B, si ce n'est pas du Shinkansen. Donc voilà, les deux sont très utiles et sont compatibles. Voilà, les deux peuvent s'allier suivant les trajets que vous faites. Comme le JR Pass est plus coûteux et qui couvre les Shinkansen, donc les trajets les plus coûteux en TGV, on le réserve aux grandes distances en priorité. Et la carte ICOCA vient en complément pour les trajets du quotidien et les dépenses que vous allez faire par jour pour acheter une boisson ou un petit onigiri ou vous faire plaisir sur un souvenir. Eh bien, je pense qu'on aura fait le tour de cette carte ICOCA, Suica, enfin en tout cas des IC Cards. On espère que ça vous aura donné plus de billes pour préparer vos voyages au Japon. Et puis nous, Marjorie, on se retrouve prochainement pour un podcast dédié au Takyubin, donc c'est le transfert de bagages. Peut-être on mettra un petit bout aussi pour parler des prises électriques au Japon. Oui, qui sont différentes. Et ce sera surtout l'objet de parler des transferts de bagages. Et vous verrez que ça peut être très pratique. C'est un service très commun au Japon. Et qu'en tant que touriste, c'est très agréable de pouvoir voyager sans ses valises, puisqu'elles voyageront, elles, de leur côté. Oui, voilà. C'est comme la carte ICOCA. C'est très pratique et c'est simple d'utilisation. Oui, en plus de ça, c'est simple. Et donc, on vous remercie chaleureusement, évidemment, pour votre écoute, pour votre suivi sur les réseaux sociaux. Là, cette semaine, on a eu aussi quelques commentaires par rapport au podcast Destination, qui a plutôt bien plu apparemment. Donc, n'hésitez pas à continuer à chaque fois à nous faire vos retours, à nous noter avec plein d'étoiles sur les plateformes de streaming. Et puis, on se retrouve donc très vite, Marjorie, pour ce fameux podcast sur Takyubin. Au revoir, Marjorie. Au revoir, Charlie. Retrouvez plus de voyages au Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.